Fort du livre de Brive. Première grande soirée qui va être centrée autour de Florence Aubenas, qui a fait la gentillesse d'être parmi nous ce soir pour discuter de son livre En France. Alors Florence Aubenas, vous la connaissez, grande reporter à Libération, Nouvel Obs, puis au Monde aujourd'hui, qui a publié des livres notamment sur l'affaire Outreau, puis qui a rencontré un grand succès public pour le Quai de Ouistreham, qui a rencontré le récit de ces 6 mois en immersion dans la France des travailleurs précaires, et qui vient de publier à l'Olivier l'un des livres événements de cet automne, En France, qui est un recueil de ses reportages pour le journal Le Monde. Bonsoir Florence Aubenas. Bonsoir. Alors, cette soirée va se diviser en plusieurs temps. Nous allons nous entretenir avec Florence. Ensuite, nous serons rejoints par 2 écrivains de grand talent, Daniel Salnave et Olivier Adam. Mais avant de rentrer et de discuter vraiment dans le vif du sujet et de discuter avec Florence Aubenas, nous allons assister d'abord à une première lecture. Nous en aurons 3 ce soir. Une première lecture d'une grande actrice, Marianne Delicourt, qui on a vu dans La Sentinelle, Comment je me suis disputé ma vie sexuelle, et récemment dans cet excellent film qui est Hippocrate, et qui va nous lire un premier extrait de ce livre En France de Florence Aubenas. Les lecteurs se demandent souvent comment un journaliste choisit ses sujets. C'est une question qui revient sans cesse. Pourquoi cette histoire et pas une autre? Pourquoi ce village-là? Pourquoi cette usine? Et pourquoi cet homme? Les explications ne manquent pas. On se rend à cet endroit-là parce qu'un événement s'y est déroulé. Incendie, élection, meurtre ou mariage, peu importe, quelque chose. Ça paraît simple, non? Écrits et publiés dans Le Monde, où je suis reporter, les textes rassemblés dans ce livre ont en commun d'être nés dans cette zone d'opacité-là, entre des questions et des réponses qui ne coïncident pas. Un jour, j'avais rendez-vous du côté de Lyon pour l'interview d'un syndicaliste. Dans ce cas-là, comme dans presque tous, à vrai dire, il faut prendre le train du matin, si possible le premier, celui qui part très tôt, à l'heure des femmes de ménage et des perquisitions de police. À bord, on se ressemble tous. Chacun dort droit sur son siège, s'efforçant de garder quelque dignité dans le sommeil pour éviter que la tête ne chavire sur l'épaule du voisin. Il faut aussi que le billet de train soit à portée de main, nécessitant juste le temps de dégainer puis de le ranger lorsque le contrôleur viendra, avec l'espoir de pouvoir rester blotti dans ce qui reste de la nuit sans se réveiller tout à fait. Bref, nous ne sommes pas des voyageurs, mais des déplacements professionnels, selon l'expression de certains agents de chemin de fer. Le convoi ralentit, on se dresse tous, tentant de rassembler nos idées aussi vite qu'on a défroissé la veste et vérifier que l'essentiel est toujours à sa place, le portable, l'ordinateur, le portefeuille, les 3 à la fois. Au moment où le train entre en gare, il y a toujours quelqu'un pour engouffrer un chewing-gum qui sent fortement le dentifrice. Derrière moi, 2 techniciens résument avec hardiesse le sentiment général. C'est le moment de plonger comme une frite dans une bassine d'eau bouillante. Les portières s'ouvrent, chacun s'efforce d'avoir l'air d'attaque. Dans le hall, tout le monde se retourne sur un jeune homme qui attend derrière une pancarte avec le nom de son visiteur, Monsieur Hollande. Mon syndicaliste est là, lui aussi, un petit type calme, accompagné de sa fille. Elle est étonnante, quelques dents couronnées d'or, des tatouages plein les bras. Au café de la gare, quand sa fille se lève pour téléphoner, le syndicaliste se confie. J'espère que ça ne vous gêne pas qu'elle soit là, il faut qu'on la surveille. Puis, plus bas, ma femme pense qu'elle a des problèmes. Pendant ce temps, le jeune homme à la pancarte serre la main d'un gros à moustache, se présentant comme Monsieur Hollande, l'autre. Je lui demande son numéro de portable à la volée, on ne sait jamais. Une fois l'interview du syndicaliste terminée, je pars finalement avec sa fille. On monte dans le tram, direction un jardin public. On y reste l'après-midi, en compagnie de ses copines, puis on revient un 2e jour. Le 3e, toujours à traîner dans le même parc, la fille du syndicaliste finit par m'annoncer qu'elle a un contrat dans un hôtel avec des michetons. Mon père n'est pas au courant. L'une des filles se demande s'il faut y aller. Pourquoi ici? Pourquoi la fille du syndicaliste? Moi non plus, je n'arrive pas à me l'expliquer tout à fait, mais j'y suis. Vous n'en avez pas marre de faire les chiens écrasés, me demande dans le train du retour mon compagnon de banquette, un autre déplacement professionnel comme moi. À son regard, je vois qu'il compatit. Il se trouve que la plupart des chiens écrasés que je rencontre sont en fait des humains écrasés et que j'ai hâte de prendre le prochain train très tôt le matin.
demande et pourquoi pas moi. Je n'ai pas beaucoup d'idées, en tout cas pas régulièrement. Je n'ai pas énormément d'imagination non plus. Je rechigne encore davantage à théoriser, et c'est souvent un fiasco. Bref, tout me désignait pour devenir reporter. À force de qu'égard et de pourquoi, les textes choisis pour ce livre ont un autre point commun. Ils finissent par dessiner en pointillé un territoire, ou plutôt un pays, la France. On croit connaître cet endroit qui s'appelle chez soi. En réalité, c'est dans ce paysage familier que commence le mystère. Ce premier extrait de votre livre, c'est la préface du livre. Vous parlez de ces humains écrasés, vous parlez de la France. Alors c'est important parce que c'est toujours important le titre d'un livre. Vous n'avez pas appelé ce livre La France profonde ou La France d'en bas, vous avez appelé ce livre En France, tout simplement. Si vous montrez aussi que cette France, qui n'est pas toujours la plus représentée dans les médias, ce n'est pas une France minoritaire, ce n'est pas une catégorie de France, c'est la France majoritaire. Oui, bon, bonsoir d'abord. J'ai dit bonsoir un peu sèchement tout à l'heure, hein, vous n'en voulez pas, j'ai été surprise. Et merci aussi d'être venu. Donc, non, c'est vrai que souvent on me demande, on cherche effectivement l'adjectif. Après, en France, on voudrait mettre périphérique, quelque chose qui désignerait une partie de la France. Et or, je pense que la périphérie, c'est vraiment nous, c'est-à-dire nous, les gens de Paris, les journalistes, les médias, les gens de Tours. Et la France, comme centre de gravité, c'est vraiment ce pays-là. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait là, c'était de voir le quotidien des Français. C'est sans chercher un niveau social, sans chercher un niveau de revenu, sans chercher un problème particulier, mais tout simplement être là. Vous savez, quand on est journaliste, la plupart du temps, le téléphone sonne le matin, alors décrochez, et puis quelqu'un vous dit, voilà, vous savez, ici, je vous appelle d'un village en Vendée, ça s'appelle Bougon. Alors on fait oui, et là, il y a une fromagerie, elle va fermer. C'est intéressant, donc tout ça, on note, on met sur un post-it, on colle le post-it sur la télé, ou sur l'écran d'ordinateur, ou sur ce qu'il y a devant vous. Et puis après, on dit, bon, bah, écoutez, je vais vous rappeler, et puis on va faire un sujet là-dessus. Et en réalité, évidemment, le tremblement de terre ailleurs, la guerre ici, ou l'événement maximal, une interview du président, ou quelque chose comme ça, vous dit, bon, et ben finalement, la fromagerie de Bougon, on ne rappelle jamais. Et je vous dis, c'est moi la première. Et l'idée de ce livre, en tout cas l'idée des chroniques qui sont dans ce livre, c'était d'inverser l'ordre de la pile. C'est-à-dire, c'est mettre la fromagerie de Bougon au-dessus de tous les autres sujets. Et c'était de dire, voilà, d'affirmer réellement la périphérie, c'est eux, et le centre, c'est ça. Ce qu'on découvre dans ce livre, là, on découvre en lisant ces chroniques, et c'est surtout une France en plein mal-être, une France en plein doute, qui ne sait pas très bien dans quelle direction elle se dirige. Quel est pour vous le socle de ces doutes, de ce mécontentement? Ce qu'il y a, c'est que ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que la plupart de ceux que j'ai rencontrés doutent surtout, en fait, vous savez, le doute sur les politiques, ça fait très longtemps qu'on l'a, ça fait très longtemps qu'on entend parler d'une défiance par rapport aux hommes politiques. Mais en revanche, ce qui est la France, on le sait tous, bon, il y a des piliers, hein, vous les connaissez, la Sécu, l'école, l'hôpital, voilà, tout ça, qui sont un peu le buste de Marianne dans les mairies, le fronton avec liberté, égalité, fraternité, tout ça, j'allais dire, ça nous appartenait, c'était nous, c'était la France. Et de plus en plus, les gens éprouvent par rapport à ça une sorte de défiance, c'est-à-dire le sentiment d'injustice. Est-ce que dans cet hôpital, je suis aussi bien soignée que dans tel autre? Est-ce que dans telle école, mon enfant a les mêmes chances que dans telle autre? Et c'est vrai qu'il y a cette horrible, moi, c'est ce que je pense en tout cas, méthode de faire, vous savez, le classement des hôpitaux à la une des grands hebdos, le classement des écoles. C'est vrai que le système est terrible, mais ce sur quoi ça repose est réel, c'est-à-dire l'impression que c'est pas partout pareil. Et que cet hôpital dont on nous parlait, cette sécu qui allait rembourser tout pareil, jusqu'au billet de train dont c'était facile pour aller de Brive à Paris, c'était toujours le même prix. Et tout ça, du plus petit au plus grand, semble vaciller aujourd'hui. Et pour moi, la grande nouveauté, c'est ça, c'est que la plupart des gens ont l'impression qu'aujourd'hui, cet État qui était le leur, dans lequel ils se reconnaissaient, ne les traite plus aussi bien, et en tout cas plus de la même façon.
Parce que c'est un rapport très complexe à l'État, qu'on découvre dans votre livre. À la fois un rapport qui est un rapport de rejet, notamment sur les impôts. Il y a beaucoup de... Vous en évoquez, il y a un village dans le Nord qui met des cercueils dans les vitrines de ses magasins pour dire des commerçants fusillés par l'État. Et puis, en même temps, une demande de protection qui est toujours plus grande. Oui, c'est vrai qu'il y a qu'on se dit c'est ça qui va nous, voilà, qui va faire le filet, qui va nous aider. Et en fait, vous savez, quand il y a des crises économiques comme ça, l'impression c'est que toutes les choses sont mises à nu, c'est-à-dire que des problèmes qui pourraient être amoindris, qui pourraient être amortis quand il y a un peu plus d'aisance, ne le sont pas évidemment quand on compte l'argent à la fin du mois. Et donc c'est la disparition, en tout cas la fissure de ces piliers-là est aujourd'hui primordiale alors qu'elle était peut-être moins avant, mais ça devient tragique aujourd'hui. Ça sera également montré par des crispations identitaires. Alors c'est sur le voile, c'est sur le rapport à la terre, c'est sur le rapport avec le mariage pour tous, évidemment, que vous faites l'écho également dans ces reportages qui ont surtout écrit l'année dernière. Derrière cela, c'est aussi la peur d'être dépossédé de son identité qui surgit dans cette France d'aujourd'hui. Oui, ça sûrement, c'est-à-dire que c'est vrai que chacun se demande, bon voilà, ce pays, est-ce qu'il nous ressemble toujours? Et je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une sorte de crise de la démocratie, c'est-à-dire que, j'en profite, je suis à la fin du livre, donc je vais faire la super bêcheuse. Donc vous avez lu Victor Hugo, moi aussi, vous connaissez particulièrement aussi. Donc vous l'avez même relu, moi aussi. Et donc je vais parler des Misérables. Et vous voyez, dans Les Misérables, il y a Jean Valjean qui est donc un forçat et qui vole des petites cuillères, qui est un vrai voleur. Et contre lui, il y a Javert qui, pendant les 1000 pages ou 1200 pages, je ne sais plus combien des Misérables, lui court derrière. Et Jean Valjean est vraiment un voleur. Donc chaque fois qu'il est condamné par la justice, chaque procès dans lequel il est impliqué est un procès réel, et j'allais même dire un procès juste. Mais l'accumulation de tous ces procès justes donne, au bout du compte, une injustice. Et ces procès qui s'accumulent les uns aux autres, ce policier qui ne lâche jamais en disant s'il a été voleur un jour, il sera voleur toujours, etc., qui crée ce sentiment, et à la fin, à vrai dire, on est tous des Jean Valjean et pas du tout des Javert. Et donc, des petits éléments de justice qui sont vrais et justes, chacun l'un après l'autre, mais qui tout ensemble font une catastrophe judiciaire. On a l'impression qu'aujourd'hui, la démocratie en France, c'est absolument ça. C'est qu'on met son bulletin de vote à la mairie ou n'importe où, et il y a des élections démocratiques, transparentes, tout va bien. La personne on a voté, si ça se trouve même celui pour lequel on a voté est élu, et si ça se trouve même c'est un type bien, donc une femme bien. Donc vous imaginez, tout ça est réel. Mais lui-même va aller voter dans une autre instance, une communauté de communes, qui elle-même va voter au conseil régional, qui lui-même va prendre une décision, qui est à l'Assemblée. Et toute cette accumulation de petits faits de démocratie, chacun extrêmement transparent et correct, pris les uns après les autres, mais donne à la fin un sentiment d'injustice, c'est-à-dire qui, au bout du compte, a pris cette décision dans laquelle personne ne va se reconnaître, alors que chaque petit vote, c'est bien fait dans les règles, c'est bien fait comme il fallait. Et je pense qu'il y a vraiment ça aujourd'hui, si vous voulez. J'étais très frappée avec l'histoire du barrage dont on a parlé. Vous savez, il y a eu cette manifestation à Genome-Aimant, où finalement, qui a pris cette décision de faire ce barrage qui peut-être ne ressemble à personne? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que tellement de gens qui ont voté dans les règles, avec une façon de faire démocratique, ne se reconnaissent absolument pas dans une décision finale? Et c'est ça, je pense, dont on souffre, c'est d'être à la fin, on dit, attendez, qui était d'accord avec ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? J'ai mis un bulletin et on arrive à cette catastrophe démocratique-là. Et je pense qu'il y a vraiment de ça aujourd'hui. Les personnes que vous rencontrez en suivre, outre cette accumulation de petites injustices, aussi déplorent l'accumulation des règles. Alors c'est très intéressant parce que ce livre est construit en 3 temps. Il y a une deuxième partie notamment où vous faites une série de reportages sur un camping sauvage en Camargue. Alors c'est très marrant parce que vous montrez comment est-ce que pour ces gens qui, tous les étés, vont dans ce camping sauvage, pour eux, c'est l'accès à une forme de liberté qui est absente de leur vie, de tous les jours. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous montrez à la fois comment cette aspiration de liberté est justifiée, mais en même temps comment aujourd'hui l'envie de liberté risque de presque déséquilibrer le triptyque républicain, que la liberté prime aujourd'hui sur l'égalité ou la fraternité. Oui, c'est vrai. Alors cet endroit,
Vous vous souvenez du général de Gaulle, vous voyez à peu près qui c'est. Et il est très bien vu aujourd'hui de le trouver formidable. Donc il avait dessiné la côte méditerranéenne, donc il y avait vers le Gros du Roi, etc., c'était le tourisme, vers Fos-sur-Mer, c'était l'industrie, et il restait entre les deux une sorte de petite zone, la Camargue, enfin de Camargue pure, de marais, de moustiques, de chevaux, de taureaux, enfin tout ça, sur lequel il n'y avait rien. Et sur cette petite bande, qui doit faire 20 km peut-être, c'est la dernière plage sur laquelle il est autorisé de camper sans avoir de compte à rendre à personne en Méditerranée, sur l'ensemble de la Méditerranée, tout pour tout. Et donc, cette autorisation court de avril jusqu'en octobre, je crois. Et donc, les gens, vous imaginez, toute l'année attendent le moment où ils vont pouvoir aller mettre leur caravane le jour dit. Donc, il y a, sur l'embarcadère, il y a une chaîne, on coupe la chaîne à minuit le jour dit, et tout le monde fonce vers l'emplacement. Et on peut camper comme on veut. Alors, camper comme on veut, moi je m'étais dit ça va être seul, la mer, les roseaux, ça va être sublime, etc. L'horizon, c'est la favela. Donc on est les uns sur les autres, très très collés, parce que comme il y a beaucoup de monde qui veut le faire, et donc on entend absolument ce qui se passe chez le voisin, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, rien du confort moderne, et tout le monde adore ça. Moi aussi, je me dis que j'ai passé un mois et demi merveilleux. Et donc, en fait, chacun prend cet endroit-là. Moi, je suis plutôt du Nord, et dans le Nord, il y a les carnavals. Alors, le jour du carnaval, c'est le fou devient président. Bon, là, je vous jure que c'est pas un rapport avec les... Mais là, c'est vraiment vrai dans le Nord. Donc, le fou devient président, le policier devient voleur, on change les rôles et on peut se permettre une journée ce qu'on ne peut pas se permettre le reste du temps. Pied-Mançon, c'est ça pendant l'été. Donc, alors les gens, qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Qu'est-ce qu'on peut se permettre? De quoi on a envie quand on dit voilà, c'est possible? Alors là, vous allez voir, la liberté, on a fait le sujet au bac, mais on n'a jamais trouvé cette chose-là. On arrive, on détache la ceinture, on allume une cigarette, on prend le portable au téléphone au volant et on a la canette ici. Et là, tout va bien. Et on passe devant un gendarme. Et hier, il vous donnait, je sais pas, il y avait au moins tous les points de permis qui volaient. Là, il dit bonnes vacances. Alors, c'est le bonheur. Voilà. Et donc, ça commence comme ça. Et pendant 2 mois, tout ce qui n'est pas possible pendant le reste de l'année, on peut le faire. Et c'est merveilleux. Enfin, c'est passionnant parce qu'on voit ce qui peut se faire et les gens s'amusent énormément. Une autre scène de reportage dans le livre que vous faites autour d'Hénin-Beaumont, à l'horizon des municipales à Hénin-Beaumont. Qu'est-ce que vous avez compris de ce qui s'est passé à Hénin-Beaumont et notamment du vote pour le Front National? Oui, alors Hénin-Beaumont, c'est le nom que tout le monde connaît en France. Ça fait 20 ans, en tout cas 15 ans, qu'on nous disait à tous, voilà, à Hénin-Beaumont, il y a une ville qui va passer au Front National, c'est là. Donc c'est dans le Nord, le bassin minier du Nord, et c'est à peu près 20 000 habitants environ. Donc tout le monde avait les yeux fixés sur cet endroit. Et donc, à chaque fois, c'était la même chose. Donc le PS est majoritaire, l'UMP là-bas fait 5%. Donc vous voyez, c'est vraiment PS-PS. Et à chaque fois, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire que le PS c'est bon, d'accord, on ne fait pas grand-chose. D'accord, alors là, j'invente rien, vous pouvez regarder. Mais il y avait beaucoup de malversations financières, d'élus arrêtés, enfin bref, tout le jeu des affaires que vous connaissez par cœur. Et donc, les élus volaient, etc. Mais, vous savez, l'élection, en général, en France, ça se passe à 2 tours. Et donc, au premier tour, le Front National montait 15, 20, 25% au fil des années, 30%, 40%. Mais le deuxième tour arrivait, le PS faisait donner les tambours et les trompettes en disant attention, attention, le fascisme arrive. Et tout le monde votait PS, finalement, au dernier moment, en disant voilà, dernier sursaut. Et donc, à ces élections-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, le FN s'implante. Et pour l'élection, le PS ne commence sa campagne que 3 mois avant. Premier tract distribué, 3 mois avant. Donc, voilà, les choses, etc. Et le soir du premier tour, tout le monde est dans la salle municipale en disant voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens de PS disent bon, de toute façon, il y aura un petit sursaut au deuxième tour. Et bien, il n'y a eu qu'un tour. Et donc, le Front National est passé au premier tour. Et donc, il y a là, aujourd'hui, quelque chose qui a vraiment dérapé. C'est-à-dire que, depuis des années, on voit monter, on en parlait tout à l'heure, cette désaffection des Français pour leurs hommes politiques ou leurs femmes politiques.
et qui est de dire, voilà, le système ne fonctionne plus, cette démocratie, on ne se reconnaît plus, on est tous des gens valjean. Donc voilà, la moitié des Français, un Français sur deux aujourd'hui, votent contre le système. Alors ils votent des choses différentes, ils votent plus, ils s'abstiennent, ils votent blanc, ils votent la gauche de la gauche, et ils votent FN. Mais la vie politique française s'est aimantée autour du PS, vous voyez, autour du FN. Et donc finalement, c'est la seule chose dont on parle, c'est le FN. On regardait aujourd'hui quels étaient les hommes et les femmes politiques invités au matinal sur les radios et les télés. Numéro 1, Marine Le Pen. Numéro 2, Florian Philippot, qui est le numéro 2 du FN aussi. Donc il y a là aujourd'hui la contestation, c'est comme s'il n'y avait que le FN. Et il y a dans cette manière de faire quelque chose d'aujourd'hui d'extrêmement, je pense, dangereux. C'est-à-dire que tout le monde est en train de jouer avec ce feu-là. Le PS qui se dit au deuxième tour, on votera pour moi, mais il n'y a plus de deuxième tour. Les journalistes dont je fais partie qui disent, bon ben voilà, on va inviter les gens du FN, ça monte, il faut les inviter. Et donc on a réduit la vie politique entre pro-FN et anti-FN. Et je pense qu'il y a là quelque chose de vraiment dangereux et surtout d'extrêmement réducteur par rapport à ce qu'est la démocratie française. Vous montrez d'ailleurs aussi comment à Hénin Beaumont, tout le monde pensait qu'il y aurait un sursaut avant les élections, mais sauf qu'après, il y aurait une réaction populaire, que tout allait péter, et que le lendemain de l'élection, rien ne se passe. Le lendemain de l'élection, donc, on se demandait est-ce qu'il va y avoir des farandoles de voitures qui klaxonnent pour fêter la victoire, ou au contraire une manifestation devant la mairie pour dire c'est scandaleux. Et en fait, il ne s'est rien passé. Et je demandais à mes habitants, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Et il dit, mais vous savez, c'est marrant, vous autres les journalistes, vous venez ici et vous essayez de chercher quelque chose de particulier, quelque chose qui expliquerait ce qui se passe. Mais en fait, tout est normal. Et c'est ça qui est bizarre. Et c'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une réflexion commune à avoir. C'est-à-dire, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Quel vote on met dans une urne ? Et je pense qu'on va un peu vite aujourd'hui sur ce qu'on est en train de faire tous ensemble. On va passer à un deuxième extrait de votre livre en France, aujourd'hui par Marine Le Pen. Si j'étais Gérard Depardieu. Alors je voudrais parler à monsieur le maire. À quel propos ? Ça concerne les cercueils qui ont apparu dans le bourg. Silence. Vous ne voyez pas, il s'agit de ces cercueils que certains commerçants mettent dans leur vitrine avec l'inscription « Mort pour la France ». Monsieur le maire vous rappellera avec l'employé de la mairie. Monsieur le maire est dans une grande surface de la rue d'Amiens pour les stylos en promotion à 3,99 €. Depuis plusieurs années, il voit monter la colère à Breteuil, 4500 habitants dans l'Oise, quelque chose de froid qui se répand silencieusement comme un poison sans qu'on sache comment l'arrêter. Lui-même se sent gagné. Il a toujours navigué à droite, mais vient de couper les ponts avec les grands partis qui bloquent tout pour prendre l'étiquette dissident. C'est la seule qui marche aujourd'hui, sauf le Front National, bien sûr, estime un conseiller municipal. À Breteuil, le premier cercueil, un vrai, en bois blond verni, est apparu un peu avant Noël dans la vitrine du Celtic, le bar tabac d'Isabelle et Laurent. Au début, il a choqué avec ces mots écrits sur le couvercle en matière d'épitaphe. Ceci est l'avenir de vos commerçants, fusillés par l'impôt, tués par l'État. Très vite, Breteuil s'y est fait. Chez nous, on ose, revendique même un apprenti en boulangerie qui fait la queue pour des cigarettes. Le tabac commence à manquer dans la région depuis la grève du dépôt de Seine-et-Marne. Les employés y bloquent les camions, la scène passe en boucle sur l'écran plat du Celtic accroché près du comptoir. Isabelle et Laurent l'ont installé parce que les taxes sur la télé sont moins chères que sur la radio. Ils font service à tous les deux, débordés, le bar est plein dès 5h45. À Breteuil, comme ailleurs, les commerces tournent pour l'essentiel avec un petit peuple de stagiaires et d'apprentis, payés en lambeaux de SMIC, ou alors pas du tout, choisis de préférence parmi les enfants des voisins, parce que c'est une chance quand même, puis congédiés dès le temps de formation dépassé. Il y a 3 ans, les 20 000 € que Laurent a gagnés au blackjack ont miraculeusement sauvé le Celtic. Isabelle s'excuse auprès des clients, on ne se permet plus d'avoir du stock de cigarettes avec les augmentations. Un autre apprenti, en charcuterie cette fois,
veut la mettre à l'aise poliment. Ne vous inquiétez pas, on ne s'approvisionne presque plus chez vous. Il va jusqu'en Belgique. 1h30 de route, la sortie du dimanche en bande avec ce pincement au cœur dont il raffole en traversant la frontière, l'impression excitante de faire un bras d'honneur aux politiques comme si le coffre était plein d'armes ou de billets. On en vient à parler de migales. L'animalerie plus bas dans la rue en vendait jusqu'à 80 par mois avant leur interdiction. Maintenant, il faut se les procurer en Allemagne, un pays où tout reste possible, explique un petit avec des lunettes. Il ajoute « Si j'étais Gérard Depardieu, je m'installerais là-bas. » Lui est stagiaire en BTP. De l'autre côté du rond-point, Éric tient le salon de coiffure et préside le club de country. Un battant, dit-on de lui. Quand il a vu le cercueil d'Isabelle, il a voulu le sien. Pourquoi, selon la jeune femme à qui il rince les cheveux? Pour montrer mon éclatement sans faire de casse. Éric se lance dans le calcul du 4e trimestre, où il a payé 7 135 € de taxes contre 6 439 le précédent, sans que ces tarifs ou le nombre de ses employés aient varié. Tout est pris par l'État, se fâche le coiffeur, appuyant sur le dernier mot comme s'il nommait un ennemi personnel. La jeune femme espère être embauchée comme employée de ménage par le Conseil général. C'est dur, pourtant ils ont de l'argent, eux. À une vingtaine de kilomètres, à Longo, le frère d'Isabelle du Celtic tient une brasserie. Elle y va en voiture, à travers les coteaux et les villages de briques rouges, comme dans le Nord, en plus coquet peut-être. C'est son frère qui a lancé la mode des cercueils et continue de fournir tout le monde. Un client les lui cède pour 20 €, recyclant des modèles trop abîmés pour la vente. Ce midi, le menu affiche un potage au chou-fleur et une blanquette de veau. Comme d'habitude, la salle sera complète. Il n'y arrive plus pourtant, malgré ses 2 stagiaires gratuits. Lui-même a arrêté de se payer quand la banque lui a retiré l'autorisation de découvert. Il ne le cache plus maintenant, tant pis si les voisins le jugent. Sa grande toque blanche de cuisinier tombe sur ses yeux bleus. Il regarde la mairie de l'autre côté de la place, sous le ciel couleur d'ardoise, et se souvient du temps passé lointain où lui aussi votait communiste. Le frère a entamé une procédure pour se désinscrire des listes électorales. Donc, il te reste un cercueil pour le boulanger de Breteuil, demande Isabelle. Un électricien, la maison de la presse, un restaurant ont déjà pris le leur. À Longo, au Crotoy ou à Albert, d'autres ont commencé à apparaître. Un soulèvement commencerait dans le Nord, va-t-on savoir. Personne n'aimait l'idée, pourtant, de participer au jour de colère ce dimanche à Paris, où chacun était prêt à manifester pour ses propres revendications. Pas confiance, dit un concessionnaire. Il est sûr que ça révolte aussi. On voudrait la lui piquer. Ça vient de nous rejoindre sur scène. On ne les a pas invités pour rien, pour nous rejoindre ce soir. Ce sont 2 écrivains déjà d'un grand talent et surtout qui ont aussi, à travers leur œuvre, questionné la société française, les fractures sociales, la question de la cohésion républicaine. Samia, bonsoir. Vous êtes académicienne, traductrice, romancière. Vous avez eu le prix Goudio en 1980 pour les portes de Goudio et vous avez publié en cette année un très bon dictionnaire amoureux de la Loire chez Plon. Olivier Adam, vous êtes l'un des romanciers français les plus importants des 15 dernières années, avec des livres comme Je vais bien, ne t'en fais pas, À l'abri de rien, Falaise. Vous étiez là il y a 2 ans, tout juste, pour présenter dans ce même cadre, peut-être certains d'entre vous étaient ici, déjà, votre livre Les Lisières, vous avez publié dans cette rentrée Peine perdue chez Clément Léon, un roman choral qui va questionner aussi la réalité composite de la société française. Peut-être, je ne t'en ai pas perdu, derrière celle-là, tout d'abord, avant de crier votre amour pour la Loire, vous avez crié votre amour pour l'unité républicaine, pour les valeurs de